Les gens qui sont dans l'Assemblée, les gens qui sont dans les ministères, nous avons cessé de compter. Nous ne comptons plus. C'est la vérité. Moi, j'ai pris le taxi, on m'a conduit en taxi. Je sais pas combien ça a coûté. Ici. Oui, pour venir ici. Et nous avons des gens qui aujourd'hui ne comptent plus. Là, je vais me mettre au SMIC, comme ça... Mais vous ne pouvez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune. J'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Vous nous le donnez, contrat d'engagement réciproque. Vous nous le demandez. Quand je dis vous, c'est l'institution que vous représentez. Vous nous le demandez. Et les citoyens que nous représentons tous d'une allocation. Et vous touchez pas pourquoi vous, votre argent, c'est privé? C'est moi qui vous paye, s'il vous plaît, d'accord? C'est moi qui vous paye, s'il vous plaît, déjà. C'est passé il y a quelques jours. Vous avez appris que dans les grands magasins, les supermarchés et intermarchés, il y a eu une promotion soudaine où les pots d'Herbenalla qui normalement étaient à 4,50 € ont été bradés à 1,50 €, 70% de réduction. Macron, c'est un hitlérien. Et tous ces gens autour de lui, c'est la Gestapo. J'ajoute par ailleurs que le drame pour les Européens, c'est que ça va bien se passer. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti, le Brexit va marcher, et que la grande crainte qu'il y a à Bruxelles, c'est que dans 1 an ou dans 2 ans, les européistes soient contraints de constater que le Royaume-Uni se porte très très bien. C'est d'ailleurs, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, s'ils pensaient que c'était vraiment une catastrophe, ils devraient se réjouir que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne pour montrer justement à quel point c'est un désastre. Le fait qu'ils fassent tout pour empêcher le Royaume-Uni de sortir montre qu'il y a un petit problème quelque part. Ils ont peur de la liberté du peuple britannique. Dites-nous ce que vous voulez, on pourra débattre. Les gens meurent à l'hôpital, le soleil, ça donne chaud, la pluie, ça donne froid et ça vous mouille, mais qu'est-ce que vous avez concrètement? Votre mouvement, il est discrédité par des gens qui parlent de tout et de n'importe quoi tout le temps et qui mélangent tout. Et vous monopolisez la parole et ça devient vraiment agaçant. Avec un boulgui-boulga, personne ne comprend rien. Il faut exprimer clairement. Le RIC, c'est quoi? La première question, c'est quoi? Ça peut pas être de tuer la classe politique depuis 30 ans. Ça peut pas être ça, le RIC. Ça peut pas non plus être la destitution d'Emmanuel Macron. Donc c'est quoi la question qui est posée? Quand le mouvement social avance et que le mouvement social, par sa rapidité, par sa puissance, par son déploiement, relègue l'État, la Constitution, la domestication au musée de l'histoire. Vous avez plein de gens qui viennent, qui s'incrustent et qui freinent et qui veulent enfermer le mouvement là-dedans. Nous sommes fiers des violences policières. 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 Alors pourquoi tant de haine à votre égard? Vous qualifiez l'Europe de dictature. L'univers, le monde politique français correspond selon vous à l'aristocratie de l'ancien régime. Pourquoi on vous aime? Pour votre cyber-militantisme. Vous êtes très actif sur votre chaîne YouTube. Vous êtes un vrai résistant. Vidéos dans lesquelles vous soutenez le peuple, apportez des solutions clés en main, façon tuto pour faire bouger concrètement les choses. Et vous balancez grave. Vous vous plaignez d'être censuré par les médias? Moi je comprends pourquoi. Le gouvernement, le CSA, attention les oreilles, Asselineau est dans la place. Un responsable politique vient vous voir en disant viens sur ma liste aux européennes. Ça a été fait. Ça a été fait plusieurs fois approché, j'ai toujours refusé. Par qui? Il y a eu Jean-Luc Mélenchon, il y a eu du Front National, il y a eu de tout. Appuyé concernant certains points sur la religion, et il était assez sévère avec ça, il rigolait pas. Ouais. Fallait pas le décevoir. Par exemple la barbe, la barbe. Fallait pas le décevoir avec la barbe. T'es connu comme le grand frère à peu près. C'est toujours celui qui allait apporter quelques bons conseils ou pour faire une petite leçon de morale. Voilà. Ouais, c'était comme ça qu'il était connu. Je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais même pas c'est qui. Voilà, je le connais même pas.
ce que l'on avait appelé autrefois, du temps du Gladio ou de la gare de Bologne, la stratégie de la tension. Je ne dis pas que c'est le FBI et les États-Unis d'Amérique ou certains services de renseignement de telle ou telle puissance étrangère qui sont derrière les attentats de Paris. Je ne le dis pas, parce que je n'en sais rien. Mais je ne dis pas non plus le contraire. Seul le temps nous permettra de savoir ce qui s'est passé. Et si l'on veut être un citoyen lucide, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Ça n'est pas pour dédouaner les assassins, bien entendu. C'est simplement pour comprendre que derrière les assassins, il y a des structures qui sont au moins autant assassines. Ce sont celles qui utilisent des gens qui sont à la dérive pour les faire servir des objectifs qui sont le contraire même de ce qu'ils croient. En définitive, ces attentats de Paris, comme ceux qui ont eu lieu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cachère, quelle est la conséquence concrète? La même conséquence concrète que l'on a pu observer à chaque fois dans des cas semblables, c'est-à-dire une suppression, une diminution rapide des libertés publiques, une diminution de la libre expression, une diminution de la démocratie, la prise en main par une oligarchie d'un pouvoir tyrannique. Monsieur le ministre, parce que je vous sais attaché à la sécurité des Français, je vous demande solennellement de renoncer à leur rapatriement. La parole... שחשובים לדוברי הצרפתית ולאזרחים צרפתיים שנמצאים בישראל. המנוע שדוחף את הדבר הזה, לא רק אצלי, אלא אצל כל שרי ממשלת ישראל, זה מאיר חביב. אני מאמין במאיר, אני בטוח שגם אתם. Mais nous savons, depuis la publication par Guy Debord des commentaires sur la société du spectacle, que le terrorisme est consubstantiel à l'appareil d'État, bon, ce que Marx a très bien montré, aussi bien dans les luttes de classe en France que dans la guerre civile en France, et que donc l'attentat, c'est pas simplement une décision policière, c'est quelque chose qui est immanent à la crise du capital, à la baisse du taux de profit, à la saturation des marchés. Et donc, comme c'est immanent à la problématique de la lutte de classe, l'affaire Aldo Moro, la stratégie de la tension, tout ce qui s'est positionné en Italie comme organisation terroriste étatique de longue durée pour casser la lutte de classe, ça a été quelque part un laboratoire qui aujourd'hui se répand. Et de la même manière qu'on a des attentats dans la lutte intercapitaliste que se mènent les blocs ou les États, on a bien évidemment des attentats terroristes qui sont des attentats étatiques dans la lutte de classe
que mène la classe capitaliste contre le prolétariat. On ne peut quand même pas, la conscience universelle, la conscience morale, ne peut pas rester les bras ballants devant un peuple comme le peuple palestinien qui se fait, excusez-moi l'expression triviale, mais canarder comme ça, c'est pas possible. Même si parmi ceux-là, il y a des gens qui appartiennent au mouvement Hamas, c'est pas le fait d'appartenir au mouvement Hamas ne vaut pas condamnation de mort dans le droit israélien ni dans le droit international. Il faut quand même pas exagérer, c'est un scandale. Ça veut dire sortir de l'Union européenne, pardon, pour être très clair, parce qu'on va vous la poser, hein, ça va être, vous le savez. Hein. Est-ce que ça veut dire le Frexit, on sort de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui? Ça veut dire instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Mais on sait très bien que l'Union européenne ne se fera pas sans la France. Et donc on va dissiper toute inquiétude là. Demain, nous, ce qu'on veut, c'est instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Idéalement à 27, puisqu'on ne sommes plus que 27 dans l'Union européenne. Et si pas, c'est désobéir aux dispositions qui nous posent problème. Emmanuel Macron, quand vas-tu cesser de mener notre pays dans le sang? Tu n'as donc pas compris encore que tu es un homme politique dont la carrière est terminée. Je comprends que toi et ton gouvernement s'approchent à vos mandats, car à votre démission, vous serez arrêtés et condamnés pour crimes contre l'humanité. Notre combat est juste et légitime. Le peuple de France a décidé que tu n'es plus notre président. Tu dois partir, avec les conséquences qui vont suivre pour toi et ton gouvernement. Tu dois assumer. Cela suffit. Il va y avoir encore des morts, des blessés, des handicapés. Mais tu ne pourras pas arrêter. 70% de la population française sur le chemin de la révolution. Comprends bien que si je suis arrêté moi-même, mis en garde à vue, ça n'a aucune importance. Un ou plusieurs francs-maçons me remplaceront. J'ai dit. L'anti-gilet jaune se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les réseaux sociaux, il assassine. Donc Monsieur Juppé, le candidat favori de la droite à l'élection présidentielle. Il garde ses leçons pour lui-même. Hein. Nous avons des divergences profondes sur la politique, sur la République, sur l'État, sur la nation, sur l'Europe, où nous les assumons sans arrogance, sans mépris, sans cette morgue insupportable qui est celle des technocrates, qui nous a amenés d'ailleurs à la situation actuelle et au discrédit de la classe politique, qui véhicule une pensée unique et une orthodoxie qui ont été un désastre pour la République française et pour la démocratie française depuis 30 ou 40 ans. Donc on laisse ça de côté, hein, on expose gentiment ces différences et ces divergences. J'en ai une. Je pense que ne pas critiquer la justice au prétexte qu'elle serait absolument sacrée, qu'elle ne serait même pas une institution humaine, hein, que les gens qui la servent ne seraient susceptibles d'aucune défaillance et parfaitement irresponsable pour un républicain. Parfaitement irresponsable. Extraordinairement dangereux. À Juppé. Non mais alors quoi? Je peux pas critiquer l'Europe parce que l'Europe telle que la voit M. Juppé, elle est sacrée. La justice telle que l'imagine M. Juppé, elle est sacrée.
La politique économique telle que l'imagine M. Juppé, elle est sacrée et il faudrait se taire. Il vous répondra. Une dernière question de Vanessa. Je ne me tairai pas. Voilà, je le lui dis. Et s'il veut que le débat continue sur un ton désagréable, eh bien, il n'a qu'à continuer comme ça. Vas-y, casse-toi! 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 Et Brigitte, ils sont en train de le sortir. Pauvre conne! Pauvre conne! Manifester contre les retraites aussi. Je suis pas foulardé, je suis antisioniste. Vous voyez, je suis pas foulardé. Oui, mais s'ils arrêtent les retraites, ils arrêteront les Non, exactement. Le massacre des êtres humains, monsieur Beckenpause. Et vous pensez quoi du nombre de civils tués, monsieur? C'est pas une guerre. Vous pensez quoi du nombre de civils tués? C'est un massacre à ciel ouvert, c'est tout. Regardez les choses en face. Vous êtes un fasciste. Regardez les choses en face, monsieur. Les victimes sont des bourreaux. Laissez-le parler. Vous pensez quoi des civils tués? Des civils palestiniens tués tous les jours? Qui représentent plus de 80%, monsieur. Est-ce que vous avez un avis au moins là-dessus? Je viens regarder. Ne restez pas là, on est en train de changer, on n'est pas des activistes. On n'est malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être... Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. Mais il a dit quoi? Il a dit sioniste, non? Jette-toi dans le canal, Finkiel. Finkiel? Oui. C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Bon. Ne nous laissons pas distraire. J'étais en train de vous dire que pour sortir de la prison européenne, il y a un acteur en France, pour l'instant, qui milite ardemment pour la sortie de l'Union européenne. Il s'appelle Asselineau. Oui. Et ce gars-là ne passe dans aucun média. Zéro, aucun média. Il a eu une faible audience au présidentiel, ce qui lui a retiré sans doute un petit peu de poids. Il a eu l'audience de ce qu'on lui avait donné dans les médias. Il est passé dans 1% dans les médias, il a eu 1% aux élections. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux. D'investissement, de protection et d'accès à l'investissement qui devrait, nous l'espérons, pouvoir améliorer les choses. Car le marché chinois est indispensable pour l'Europe. Une Europe qui arrive à faire bouger les lignes. Pékin a levé certaines barrières, comme sur les produits laitiers ou le bœuf français. Les exportations vers la Chine ont même progressé de 18% en 2017. Alors, ça continue. Non au protectionnisme, mais oui à la juste protection. Waouh! Monsieur Macron a encore sorti une grande phrase. Encore un sujet complètement propagandiste. On vous parle de l'Europe, une Europe fantasmée qui lutterait face à deux grands blocs chinois et le méchant Trump, qui sont des méchants protectionnistes qui veulent défendre les intérêts de leur peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? On a combien? 3 mois des élections européennes? On nous balance des sujets comme ça sur une chaîne publique avec nos impôts. Avec nos impôts, on fait du nationalisme européen. Comme si on devait s'affronter avec le reste du monde. Mais c'est quoi ce délire? Et en plus, dans le reportage, on nous vend comme si on faisait des affaires avec les États-Unis et que limite on n'investissait pas assez envers les Chinois.
Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En même temps, on voit un peu le rapport avec les Gilets jaunes, qui effectivement, et comme beaucoup de Français, ne sont pas vraiment très heureux du passage à l'euro, de l'UE et compagnie. On voit bien la ligne idéologique que poursuit ce journal propagandiste. Voilà, voilà. Et j'accuse le CRIF et toutes les organisations qui gravitent autour de CRIF d'être responsables d'un renouveau de l'antisémitisme dans notre pays par la confusion voulue entre sionistes, religieux, israéliens, etc. Alors il faut se rappeler qu'on peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix, on est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même antisioniste. Mais ces manœuvres de la communauté juive, des laïcs comme des religieux, font que, y compris nous-mêmes, qui sommes des antisionistes, nous pouvons être percutés par des attaques antisémites. Et je pense qu'il y a une espèce d'irresponsabilité totale du CRIF en France et des gens qui logent là-haut, le CRIF justement, et de toutes les associations, mais également des rabbins qui, effectivement, isolent d'une certaine façon les Juifs de France, et c'est pareil en Europe, et c'est pareil aux États-Unis, les isolent de la population globale en faisant passer ces Juifs pour nécessairement des suppôts de l'armée israélienne. Eh bien, je le déclare ici, au nom de tous nos camarades, que ce soit ceux des jeunesses communistes, que je remercie d'ailleurs au passage de leur présence, et que ce soit les Juifs et les Juifs qui sont ici, et tous les autres, eh bien non, nous sommes des antisionistes, et il n'y a aucune confusion à avoir entre antisionisme et antisémitisme, comme le voulait M. Valls avant sa chute, que j'espère finale. Ce que je qualifierais d'une chaîne d'irresponsabilité. Une chaîne où personne dans l'appareil d'État n'a su prévenir ou enrayer les agissements d'Alexandre Benalla parce qu'il pouvait apparaître, disent-ils, comme protégé par l'Élysée. Dès lors que c'était perçu comme tel, tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police. Sur ce point, l'Élysée reconnaît ce soir un manque de clairvoyance. Quelles conséquences judiciaires? La commission d'enquête du Sénat n'est pas un tribunal. Elle a demandé au président du Sénat de saisir la justice pour faux témoignage et de remettre le rapport complet au procureur de la République. Mentir sous serment devant une commission d'enquête est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Par ailleurs, Alexandre Benalla comme Vincent Kras ont passé la nuit dernière en prison. Ils sont accusés d'avoir violé leur contrôle judiciaire. Les juges ont pris en compte les enregistrements de conversations datés du 26 juillet dernier, diffusés par Mediapart. Alors, vous avez bien regardé, c'est passionnant, hein. Qu'est-ce qu'on retire comme conclusion de ça? Moi, ce que j'en retire, quand je vois ça comme ça, j'essaie de me mettre dans la peau du téléspectateur lambda. Ce qu'on en retire, c'est que le Sénat il a fait son boulot et en fait il s'est rendu compte que Benalla en fait il avait menti avec son copain et que il y avait eu des dysfonctionnements et c'est pas la faute du président en fait, hein. C'est parce que il y a eu des dysfonctionnements, ils ont été peut-être trop gentils en fait, ils se sont pas rendus compte, ils se sont fait avoir, genre le président c'est pas du tout de sa faute, hein. Donc voilà, là on comprend que Benalla et son pote sûrement ils vont se servir de fusibles. C'est complètement n'importe quoi. Dans le reportage, Macron n'est jamais inquiété, quoi. Normal. Alors que c'est quand même lui qui venait nous chercher. D'ailleurs, on voit que certains partis politiques le récupèrent bien. Voilà. Parce que j'ai entendu la démission d'Emmanuel Macron, de nouvelles élections. C'est difficile parce que les institutions ne prévoient pas. Mais vous allez jusqu'à demander cela ce matin? Moi, ce que je demande, c'est que l'Assemblée nationale soit représentative des différentes forces politiques en France. Moi, ce que je demande, c'est que l'Assemblée nationale soit représentative des différentes forces politiques en France. Moi, ce que je demande, c'est que l'Assemblée nationale soit représentative des différentes forces politiques en France. C'est pas dans sa cohérence de politique. Je sais bien, il paraît qu'il écoute, il paraît qu'il veut faire de la pédagogie, les gens n'ont ras-le-bol de la pédagogie de l'écoute. Monsieur Macron n'est pas le roi de France. Monsieur Macron, c'est le président de la République. La République, je l'ai dit, l'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur Macron n'est un exécutant de ce que veulent les Français. Donc Monsieur Macron doit retirer cette taxe. Quand vous avez 70% des Français qui sont contre, il doit la retirer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que ce mouvement, c'est maintenant un mouvement de rejet général de la personne de M. Macron. C'est la raison pour laquelle... Non. D'ailleurs, je vais vous donner, madame, une lettre que je vais vous transmettre, ainsi d'ailleurs qu'aux représentants de M. Mélenchon, parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent. C'est que les Gilets jaunes, ils ont un pouvoir de destitution de Macron. Par l'article 68, oui, par l'article 68, vous êtes une juriste, je crois. Par l'article 68 de la Constitution. Monsieur Macron a commis au moins 10 actes qui sont fondamentalement des violations de la Constitution française. Donc je vous demande, en vertu de ces 10 actes, alors, Madame le député, monsieur, vous avez transmis ça à Monsieur Mélenchon, nous vous demandons, moi je vous demande en tout cas, est-ce que vous êtes pour Monsieur Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour la destitution ou pas ? Est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Et en même temps, tu vois, la contradiction dans laquelle... Donc ça me va très bien, moi. Je me sens très bien de ne pas aller dans les médias. Je me sens vraiment... Mais... Dans mes interventions politiques, c'est presque en artiste que je demande à être jugé. Je pense que j'apporte dans la vie politique un certain style. Tu n'es pas même une hésitation sur le requiem pour un jeune con. Légitime, de l'antisionisme idéologique comme posture, d'une forme d'antisémitisme bizarre qui se masquerait derrière l'antisionisme. Mais je l'ai vu plusieurs fois, il y a en effet des antisémites qui utilisent l'antisionisme comme un alibi en confondant, mélangeant volontairement d'un côté la critique de la... Personne ne conteste ça. Non, je sais que je tiens juste à le souligner, ayant moi-même été victime d'attaques antisémites, des personnes qui viennent me voir, petit sioniste, parle-nous de tout ça, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, personne ne sait que je suis sioniste, d'ailleurs je ne l'ai jamais dit. Donc, jamais fait état. Donc évidemment, ça trahit... fait votre coming out, là. Non, je ne suis pas... Enfin, je plaisante. Juste. Frexit. Moi, je pense que le Frexit, il doit être envisagé comme ultime recours. Mais il doit clairement être envisagé. Si c'est l'ultime recours, c'est qu'à la fin du fin, si on n'a pas réussi à changer les choses, c'est ça qui doit se passer. C'était notamment, il y avait eu à un moment donné un slogan, l'Europe, on la change ou on la quitte. Bon, je pense que... C'était qui ? Je crois que c'était Mélenchon, pour le coup, qui le disait comme ça. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en termes de stratégie politique, ça me paraît délicat, après 40 ans, 50 ans de construction européenne, en un claquement de doigts, dire bon, salut les gars, c'était bien, mais maintenant, nous, on repart de notre côté. Bon, ça me paraît un peu cavalier. Et surtout, on prend le risque, notamment, de se faire attaquer par les marchés financiers très rapidement. On va avoir des mesures de rétorsion de l'Allemagne. Enfin, je pense qu'il faut avoir une véritable stratégie pour arriver à sortir des traités européens. C'est-à-dire qu'on a affaire à une construction qui s'est faite petit pas par petit pas et tout a été fait pour que justement ce soit impossible quasiment d'en sortir. Donc il va falloir être stratégique, actionner des leviers de rapport de force. Il y en a toute une série. Vous pouvez commencer par désobéir aux traités et arrêter de financer le budget de l'Union européenne. Vous payez des amendes ? Oui. Et qui va nous contraindre à les payer ? Parce que quand vous comme moi, nous sommes particuliers, c'est l'huissier qui au final saisit vos comptes ou l'État parce qu'il a des prérogatives exorbitantes de droit commun. Qui va nous obliger à payer les amendes ? Personne. C'est-à-dire, sauf à nous envoyer les chars. Mais a priori, dans l'Union européenne, je vois personne qui pourrait attaquer sur le plan militaire notre pays, compte tenu au surplus du fait qu'on est la seule puissance à disposer de l'arme nucléaire. Donc, l'Europe n'a jamais été autre chose qu'une colonie américaine. Mais même si l'Europe aujourd'hui est totalement vassalisée par l'ordre américain, Hollande n'est pas le président de la République française, c'est le petit préfet bêta de l'ordre américain dans la province coloniale française, otanisée. L'Europe a une telle histoire technologique qu'elle demeure, malgré toute cette vassalisation et tout cet écrasement, un danger évident. Et l'un des éléments essentiels de cette dévastation du concurrent européen potentiel qui pourrait renaître, c'est pour l'Amérique le grand chaos industriel, le grand chaos commercial et le grand chaos migratoire. Donc,
l'ordre américain, avec ses larbins, Juppé, Hollande, Fabius, bon, toute cette noria d'esclaves déambulatoires, a participé activement à la destruction de la Libye et a participé activement à l'essai de destruction de la Syrie. Les filières djihadistes de Daesh, comme les filières djihadistes d'Al-Qaïda, sont des filières de la CIA, du Mossad et de toutes les structures périphériques qui tournent autour. Et bien évidemment, nous avons, en tant que structure étatique française subsistante, simple relais de l'ordre américain, toutes les responsabilités nécessaires pour effectivement organiser le chaos syrien et le chaos libyen, et de la même manière que nous organisons le chaos migratoire qui est l'étape supérieure. Et puis traverser un troisième deuil qui est infiniment douloureux, c'est le deuil d'un monde où tous les hommes sont de bonne volonté et où à force d'amour et de dialogue, on va pouvoir devenir tous frères. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours. Et nous, nous serons morts, mon frère, chante Gilles Vigneault. Faire ce deuil-là. Or, en général, les proies sont de belles personnes. J'ai coutume de dire de façon très affectueuse, sont des bisounours. Et donc, faire le deuil du monde de bisounours. Le mal existe. C'est difficile à regarder dans les yeux, ça. C'est difficile, vraiment. Merde, ce n'est pas moi le mal, c'est vous. C'est vous qui matin, midi et soir me traitez de raciste, de fasciste, de xénophobe, d'antisémite, de réactionnaire, d'immigré, d'utopiste, de terroriste, de complotiste, de souverainiste, d'internationaliste, de sexiste, de gauchiste, de pédophile, de pollueur, de croyant, de pauvre con, de sans-dents, de réfractaire ou de gitan. Les gilets jaunes ne sont pas une protestation sociale, messieurs les éditorialistes. Les gilets jaunes ne sont pas une révolution, messieurs les philosophes. Les gilets jaunes ne sont pas le mal, messieurs les politiques. Construits d'actes et de pensées, ils sont la dignité. Vive les gilets jaunes et vive le nouveau monde. T'étais surpris de sa prise de position? J'étais totalement surpris, c'est complètement surpris que ça vienne de lui. Là, vous perdez une voix, là. Ah oui, totalement. Mais tu t'attendais pas. Non, mais ça, non, mais c'est plutôt ce qui m'inquiète, c'est la stratégie qui se manifeste. C'est que si les Américains interviennent à Accra pour qu'on change l'intitulé même du mandat et que le terme fonds vautour, qui en effet, vulture funds en américain, vulture funds, c'est fonds vautour, disparaissent, bah, c'est affaiblir formidablement toute proposition que nous, on peut faire. Et ça m'étonne la moitié que ça vienne du Ghana. Parce que le Ghana a un traité de libre-échange, est totalement dépendant des crédits de développement américains, etc. Je suis sûr que les Américains ou les Anglais ont travaillé le groupe africain pour créer une dissidence, tu vois. Comment parler du fonds vautour? C'est comme les Israéliens avec territoire occupé. Territoire contesté, oui, mais pas territoire occupé. Tu comprends, ils attaquent par la langue. Et si le terme fonds vautour disparaît de ce rapport, c'est foutu. Non, ils sont habiles. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on évite de vendre nos autoroutes, évite de vendre nos aéroports, évite de vendre nos barrages hydroélectriques, et j'en passe et des meilleurs, EDF, GDF, SNCF et je ne sais pas quoi encore qui va être privatisé parce qu'on vend tout ce qui nous appartient. Tout ce que nos anciens se sont battus à la sueur de leur front pour construire, on est en train de tout vendre. Tout ce qui fait de la France un beau pays, c'est en train de disparaître. Pourquoi? Pour une Europe? Pour devenir un État de l'Europe? Moi, ça m'intéresse pas. Ma petite sœur est anti des Black Blocs. Mais on nous a mis dans un monde aussi, on nous a fait croire... Oui, non, mais je connais très bien en fait ce milieu-là justement par... C'est des gens qui ont été dépassés par le mouvement parce qu'ils vivent dans un... Les Black Blocs, on m'interrogeait sur les Black Blocs. C'est des personnes qui ont qui produisent des choses intellectuelles très importantes, qui diffusent, etc. Les anarchistes, le comité invisible, tout ça. Ces personnes qui ont été complètement dépassées par les Gilets jaunes parce que là, il y avait des gens qui jouaient vraiment leur vie. Quand vous êtes justement représentant des Gilets jaunes de Rouen et que vous avez déjà un conseiller en communication, pardonnez-moi, mais là j'avais vraiment besoin de sortir, et que vous parlez avec les Gilets jaunes à travers votre conseiller en communication, c'est que vous êtes déjà en train de participer à ça, et en fait de piller, vous êtes en train de reproduire exactement le même comportement, c'est-à-dire de piller ceux qui vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est tout. Voilà.
et je vous dis, en ayant cette sympathie, en ayant été avocat de Mélenchon, en ayant été, je veux dire, vous voyez la liste européenne aujourd'hui, vous demandez à Jean-Luc et à la FI quelle est la politique européenne qu'ils veulent mener. Vous avez Manon Aubry qui est super social-démocrate. Vous avez, ils savent pas eux-mêmes, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quand même ce truc. C'est-à-dire que donc voilà, et les autres forces politiques, j'en parle même pas, quoi. C'est catastrophique, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, je parle beaucoup de la France insoumise, mais parce que c'est les personnes dont je me sens le plus proche. Je sais que c'est un amour un peu vache, mais c'est vraiment parce que j'ai vraiment besoin. Je pense qu'on a vraiment besoin d'eux aujourd'hui pour provoquer la bascule en fait à laquelle on appelle. Et je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment qu'ils prennent conscience que leur poids dans ce système a vocation à se réduire au fur et à mesure, et que tout est mis en œuvre pour amener à cette réduction. Qu'il y a eu une faille dans le système en 2017 où on a failli l'obtenir. C'est pas intervenu et ça interviendra pas. Et donc mon avis en fait. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, il est assez flottant parce que à l'instant T, ça n'a aucun sens de sortir avec des institutions existantes de l'Union européenne. Ça ne produira rien. Je pense que par contre, avec un changement institutionnel profond, la question devra se poser sérieusement. Et moi, je suis plutôt favorable aujourd'hui à une sortie de l'euro à minima, qui me semble essentielle en fait pour pouvoir après derrière mettre. Alors, est-ce que ça passe par une résistance au changement institutionnel, enfin aux questions, pardon, une résistance aux mécanismes de sanctions et en gros une dissidence au sein de l'Union européenne avant d'en sortir directement ou pas, c'est une question qui se discute. Mais encore une fois, mon avis est aussi fluctuant que je pense celui de beaucoup de Français qui ne peuvent pas se prononcer en l'état actuel parce qu'on n'a pas eu ce débat, cette délibération collective. Et c'est sûr que si on sort de l'Union européenne en étant 51% pour sortir de l'Union européenne, ça va provoquer un schisme dans notre pays qui est complètement innécessaire, quoi. Il faudrait que ça devienne quelque chose de relativement consensuel pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme le Brexit, où en fait le pays est prêt à rentrer quasiment en guerre civile symbolique, parce qu'en fait il n'y a pas de vraie majorité, ni d'un côté ni de l'autre, sur le sujet. Voilà. Donc en fait sur ces questions, vraiment, je pense qu'en l'état, ça ne sert à rien d'en discuter. Voilà. Donc vous avez bien entendu comme moi toute cette diatribe, qui est vraiment, comment dire, c'est vraiment n'importe quoi, je trouve, hein, c'est mon avis. Car déjà, il dit qu'il n'y a pas de débat aux européennes. Il omet totalement l'UPR. Il ne prononce jamais son nom. Il ne l'a jamais prononcé. Ni le nom de François Asselineau, qui est quand même un digne représentant du Frexit, reconnu par de nombreux gilets jaunes. Et lui se dit représentant les gilets jaunes. Et, comme représentant des Gilets jaunes, il nous parle de quoi? Après nous avoir parlé indirectement des syndicats pour le 1er mai, avoir oublié les Black Blocs, là, il vient sur la France insoumise, avec lesquels il se sent proche, et ceci et cela, et en plus, il se sent proche, mais il affirme qu'ils sont pas clairs sur le Frexit, que les mecs, ils font attention aux sondages, pour donner leurs opinions politiques. Bref, exactement l'ancien système. Hein. Ça, des gens qui donnent leur opinion politique en fonction des sondages, c'est exactement le système qu'on ne veut plus. On veut un système avec des gens qui défendent des idées, pas qui défendent une majorité dans les sondages. Ça, c'est plus possible, ce genre de comportement. Donc c'est complètement bizarre son raisonnement. De plus, il nous dit quoi? Il nous parle du Brexit. Il oublie, bien sûr, de dire que si le Brexit, ça déconne, c'est parce qu'on a donné le vote du Brexit dans les mains de Theresa May, qui était pour le Remain. Donc, vous donnez à quelqu'un qui est contre le fait de traiter pour la chose. Il y a forcément un problème. Et forcément, ça crée des crispations. Et forcément, ça met l'Angleterre dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ça, il oublie de le dire. Ensuite, il dit quoi? Bah, ça sert à rien, de toute façon, même si on a 51%, voilà, c'est pas la majorité. Mais c'est assez terrible comme raisonnement. C'est exactement le raisonnement qui a été utilisé par Sarkozy et les traîtres de l'époque pour nous imposer le traité de Lisbonne. Finalement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, bon, il y a eu 55-45, 55 de non, 45 de oui. C'est pas vraiment une majorité de fous, hein, on peut le passer quand même, hein, de toute façon. Voilà. Alors, c'est ça la démocratie selon Juan Branco? Non, là, je suis désolé, Juan. Je t'aimais beaucoup. Vraiment, j'aimais beaucoup. Je trouvais que t'avais l'air sincère, t'avais l'air motivé. Mais là, on peut dire que tu utilises les gilets jaunes pour nous servir de la France insoumise.
que les gens ne veulent plus. Les Gilets jaunes, ils en ont marre, tous ces politiques. Ça fait combien de temps que Mélenchon, il est au Parlement européen, il a été 20 ans sénateur, nanana, machin. Ils nous racontent toujours les mêmes trucs, ils vont d'un coup, ils vont à gauche, à quoi à droite. Il y a 2 mois, tu traitais tu t'étais pas content avec Ruffin, maintenant tu nous sors Ruffin qui est un vulgaire Patrick Sébastien de gauche, il fait quoi Ruffin? À part se balader avec sa camionnette sur les ronds-points, faire des films, pour en faire des entrées, avoir des Césars. C'est ça ton nouveau monde, Juan Branco? Moi, je dis, t'es très bizarre, mec. Là, franchement, t'es très bizarre. Je t'ai beaucoup aimé, mais là, je te suis plus. Voilà, c'est mon avis. Alors peut-être que ça plaira pas à certains, mais là, c'est mon avis avec ce que je viens d'entendre là. Je trouve ça vraiment de bas niveau, de bas niveau. Y a rien à dire. Il esquive la question, il oublie les Black Blocs, il dit n'importe quoi sur le Brexit. Bref, c'est une soupe. Il critique la soupe insoumise, mais il nous fait une soupe Juan Branco, quoi. Donc Juan Branco, ça me désole de dire ça parce que je t'aimais beaucoup, mais il va peut-être falloir que tu rejoignes Manu Valls, je sais pas, va en Espagne, parce que ou alors sinon prochaine manif tu te mets en tête, hein, avec une batte de baseball ou je sais ce que tu veux, puisque t'as dit dans une vidéo précédente que j'ai mis en ligne d'ailleurs parce que voilà, que ta sœur était Black Bloc. Hein, donc tu connais très bien les Black Blocs, donc je ne sais pas pourquoi tu esquives la question là. Donc je sais pas, va avec ta sœur avec une batte de baseball devant, hein, et prends-toi les coups dans la gueule, fais-toi mutiler toi, et arrête d'utiliser les autres pour ta propre carrière en fait, parce qu'on a très bien compris en fait ce que tu voulais. C'était une 6ème République, c'est faire tomber le président, et après toi te présenter en héros et devenir peut-être, je sais pas, le nouveau président, ça doit être ça en fait, ton rêve en fait. Hein. C'est ça en fait que tu défends, j'ai bien l'impression malheureusement. C'est crépusculaire, comme tu dirais. Voilà, bon, j'arrête de vous saouler. J'espère que vous avez pas trouvé ça trop méchant, parce que moi je l'aime bien, Juan Branco à la base, donc ça me désole de devoir dire tout ça. Mais il faut de l'objectivité si on veut avancer, parce que sinon on va continuer à se faire enfumer et réenfumer. Voilà, bonne soirée les amis, et à bientôt. Ciao. Alors je vais... Juan, d'abord, la première chose que j'ai apprise en tant que gilet jaune, c'est que nous sommes tous avec des opinions politiques, philosophiques, religieuses, d'expérience, d'extraction sociale, de vécus différents, et on travaille ensemble et on se respecte. Parce que la raison pour laquelle je me permets de vous dire cela, Juan, c'est parce que je suis extrêmement déçue que vous divisiez ce soir les Gilets jaunes. Pardon, oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a plus de répression contre les Gilets jaunes que contre les BHL. Et c'est quand même un comble. C'est insensé ce qui se passe. Et tout ça parce que les parquets, les procureurs refusent d'appliquer l'article du code pénal qui punit Nicolas Sarkozy de haute trahison et qui aboutirait à les voir condamnés à 30 ans de prison. Et c'est là où on marche sur la tête, là aussi. C'est qu'il faudrait appliquer les dispositions du code pénal appliquées à la haute trahison. Ce qui n'est pas appliqué aujourd'hui dans notre pays au moment des procès. Donc on a des BHL et Nicolas Sarkozy qui sortent de prison tous les ans. Voilà, ils veulent faire reculer. Alors on nous parle de faire reculer le Front National. Moi je vous dis les amis, faisons reculer le Front National, mais faisons aussi surtout reculer toute cette classe politique qui se fout de notre gueule depuis 30 ans, à nous mener en bateau, hein, en disant n'importe quoi, en opposant la droite, la gauche, les femmes, les hommes, les homos, les hétéros, tout ce que tu veux, n'importe quoi. Ça suffit, ça suffit. On a besoin d'unité. Unissons-nous autour d'un mec qui m'a l'air honnête. Moi je vous le dis, il a l'air honnête, à ce Nino. C'est pas un mec qui se fout de notre gueule. Moi ça fait 10 ans que je le suis. Hein. Moi je viens de la gauche à la base. Hein. Je suis pas... voilà, je vous avoue la vérité. Hein. Mais voilà, je le suis depuis 10 ans et j'ai rien à lui reprocher à ce monsieur. Il a toujours été honnête. Moi j'ai fait des conférences avec lui, on était 5 dans la salle. On était 5. Et pendant 4 heures, il était là à expliquer, avec son vidéoprojecteur. Et après 1 heure à répondre à toutes les questions. Moi j'ai vu des gens se lever dans la salle pour dire, en émoi, en disant, oh merci monsieur, ça y est, je comprends enfin ce qui se passe, ça y est, je reprends goût à la politique.
Voilà. Des gens comme ça, on n'en aura pas 50 000. Hein. Des gens qui font partie, qui ont traîné dans les couloirs des élites et qui ont quand même les pieds sur terre. On n'en aura pas 50 000 des chances comme ça, les amis. Donc là, on a quelqu'un qui peut honorer notre projet et on sera derrière lui et surtout aussi on le surveillera. Et au moindre pas de travers, on lui fera remarquer. C'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours douter. Toujours douter. Même de monsieur Asselineau. Mais, pour l'instant, moi je vous le dis, en 10 ans, j'ai rien à lui reprocher. Il a toujours été droit, il a toujours fait ce qu'il disait. Il a toujours dit la même chose. Il se fout pas de notre gueule. Donc voilà, si on a quelque chose à faire pour les avoir, ces andouilles-là, c'est aux européennes de pas s'abstenir, de tous aller voter pour l'UPR et de monter l'UPR haut. Et là, ils pourront plus rien faire. Et la vérité, elle passera. Et après, ça sera un raz-de-marée. Parce qu'ils tiennent les médias. C'est pour ça qu'ils arrivent à nous avoir. Enfin voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois. Bon, c'était ma page économico-historique. À partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois. À partir du moment où on se dit c'est plus possible, pouf, 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 il y a un imaginaire qui va se rouvrir, tu vois. Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Je vous en prie. Un jour, vous devriez réunir autour de cette table 28 représentants des 28 gouvernements. Ouais. Chacun avec sa langue nationale. Il y a 24 langues nationales différentes. Et puis vous posez les questions. Parce que ça serait la meilleure leçon de choses. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, tous les dirigeants porte fermée savent que ça ne marche pas. D'ailleurs, vous dites l'Europe, c'est Babel, quoi. Mais ça ne marche pas. C'est un stratagème chinois, ça s'appelle le stratagème des chaînes. Les Américains ont poussé continuellement à ce qu'il y ait de plus en plus d'États. C'est d'ailleurs le président George W. Bush qui, à l'université de Varsovie en 2001, avait dit qu'il fallait faire entrer tous les pays de l'Est d'abord dans l'OTAN, puis ensuite dans l'Union européenne. Et quand vous avez, écoutez, regardez, vous avez 28 États, heureusement les Britanniques s'en vont. Et les Britanniques, monsieur le député, ce ne sont pas des populistes. Les Britanniques, c'est le peuple qui a, depuis 800 ans, défendu les libertés individuelles et qui a été à la pointe du combat de la démocratie en Europe occidentale. Si les Britanniques s'en vont, c'est bien parce qu'ils ont compris que ce système ne marche pas, ne peut fonctionner que de façon dictatoriale, par une commission non élue. Ça ne veut pas dire qu'on va se refermer du monde, hein, parce que les vrais nationalistes, ce sont des gens comme M. Macron, qui veut refermer la France dans ce petit périmètre qui va de l'Algarve jusqu'à la Laponie. La France, c'est tout autre chose. La France, c'est l'ensemble du monde. La France, c'est la France de De Gaulle, celle qui parle à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, à la Chine, à l'Union soviétique à l'époque de De Gaulle. Au moment de la présidentielle, j'avais fait remarquer qu'il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Et en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, on veut en supprimer 2 sur 6686. De cette prison dorée que nous avons tant aimée, mais force est de constater